Bonjour pour ceux qui sont sur Facebook. On est à Paris, on fait un séminaire sur l'immobilier locatif. On va présenter certaines choses concernant l'investissement. Là, on va parler de la construction de projets et donc des différents modes de location. Et entre autres, on va parler du permis de louer, de la colocation et de la division immobilière. On va commencer par le permis de louer. Donc le permis de louer, il est aujourd'hui, depuis le décret, je crois, de décembre 2016, quand on lance une location, on commence une location, il faut obtenir un permis de louer. Alors, ce n'est pas obligatoire pour l'instant dans toutes les communes, mais l'État a mis en place cette possibilité de demander le permis de louer. L'objectif officiel, il est de lutter contre les logements insalubres. Et l'objectif officieux, il est quand même d'aller surveiller ce qui se passe chez les propriétaires et entre autres d'aller voir si on ne fait pas du Airbnb alors qu'on déclare qu'on loue à l'année. D'aller voir si on n'a pas fait une petite découpe pour faire ceci ou cela, pour optimiser sa rentabilité. Il ne faut pas oublier qu'on a la loi Allure qui a pour objectif de protéger, de réglementer déjà les modes de location et de protéger un petit peu plus les locataires. Donc on a retoqué deux plafonnements de loyer en novembre ou décembre, je ne me souviens plus, sur l'île et sur Paris, puisque les décisions avaient été prises d'une manière assez maladroite, puisque on avait dit il faut plafonner le loyer à Lille. Et donc le Conseil d'État, je ne sais plus qui, a retoqué l'histoire en disant on ne parle pas de Lille, on parle de la communauté urbaine de Lille, et Paris pareil, Paris et Couronne. Donc ça a été retoqué à cause de ça. Donc très bien. Donc les propriétaires peuvent recommencer à passer des hausses de 20% entre deux locataires, il n'y a plus de soucis pour l'instant. Vous inquiétez pas, ça va revenir et il y aura probablement un système, on a des gens politiques parfois qui sont un petit peu, on va dire, des amateurs du texte et on a souvent des lois, alors soit elles sont faites pour faire plaisir aux électeurs et puis tant pis, quelqu'un nous la retoque, et puis soit on a envie de faire quelque chose mais comme on ne le fait pas bien, 3 ans après, 4 ans après, on a des choses qui se passent et qui vont dans le sens contraire de ce qu'on avait envie de faire ou prévu de faire. Donc on a un dispositif qui est la possibilité pour les collectivités de demander au bailleur une déclaration de mise en location ou une autorisation préalable. Donc il y a les numéros de SERFA ici, là, vous avez tout ça en stock. Donc il y a une déclaration préalable, il y a une demande préalable et il y a la déclaration de transfert d'autorisation préalable, c'est un bonheur. Donc ça c'est le décret qui a été publié le 21/12/2016. Donc le régime de la déclaration oblige les bailleurs propriétaires à déclarer la mise en location d'un bien dans les 15 jours suivant la signature d'un nouveau contrat. Ce nouveau régime d'autorisation préalable est plus contraignant puisqu'il conditionne la location à l'obtention de l'aval de la commune, ça c'est très important. Alors après, évidemment, c'est comme la route, quand on prévoit de rouler à 90 mais qu'on roule à 130, il y a toujours des gens qui nous disent « dis donc t'es gentil mais 130 c'est pas légal ». Donc je vais t'expliquer avec le petit papier là comment ça marche quand on ne fait pas ce qu'il faut. Les risques financiers, si la collectivité locale met en place ce système, les propriétaires contrevenants risquent des amendes de 5 000 à 15 000 euros pour une location malgré un avis défavorable à l'autorisation préalable. 15 000, c'est quand on loue malgré un avis défavorable. 5 000, c'est quand on loue sans avoir une autorisation. Alors pour ceux qui ont la grande idée de transformer un appartement de 80 mètres en 3 appartements, ça fait 3 fois 5 000 ou 3 fois 15 000. C'est pas compliqué, Ils savent multiplier les gars. Ils savent pas compter mais ils savent multiplier. D'accord ? Donc pourquoi est-ce qu'on a donné ce droit-là aux communes ? Vous n'êtes pas sans savoir que l'État va très bien, que l'État est légèrement endetté et que on a des gens, bonjour, on a des ministres des Finances et compagnie qui sont sous la pression de l'Europe et que l'Europe dit ton 3% t'arrives pas à le tenir, on sait à peu près d'où vient le 3%, il n'a aucune raison d'exister, le déficit du budget de l'État, mais on a des gens qui nous disent attends t'es à 5, il faut faire des économies, donc arrête de subventionner les collectivités locales et territoriales. Ok, mais moi j'ai besoin de bouffer, il faut que je paye mes écoles, mes collèges, mes lycées. Ah c'est pas de problème, on va te donner des trucs pour foutre des amendes. Alors on va augmenter les PV de stationnement, on va autoriser les gens à faire le permis de louer, si jamais vous ne respectez pas là, bing boum, on va interdire le Airbnb, puis si jamais vous ne respectez pas, rebing boum, etc. Il y a plein de choses qui se mettent en place progressivement, ça ne concernera pas que l'immobilier, c'est déjà en train sur l'immobilier, mais c'est sur d'autres choses. Quand on parle de stationnement, c'est typiquement le cas, un PV qui était à 17 € qui passe à 60 selon les... Et là, on a la liberté de commune, c'est-à-dire qu'à Agen c'est 42, à Paris c'est 70, les mecs font ce qu'ils veulent, avant c'était national 17. Et puis ça pouvait coûter moins cher de prendre le PV que de payer le stationnement la journée. Maintenant,
allez, on a fait quelque chose pour récupérer un peu plus de sous, parce que ça tombe plus d'ici, il faut que ça tombe de là. Hein. Bon. Globalement, ça vient toujours de notre poche, mais c'est des circuits différents. 145 à Metz. Bah oui, mais c'est bien, c'est une belle ville, Metz. Et on va avoir le nomadisme PV stationnement après, le nomadisme d'habitation. Donc l'objectif à terme, c'est d'identifier, de recenser, de contrôler et d'aller sur place pour taxer. Dans le collimateur, on a évidemment les découpes illégales, on a les colocations et on a les locations de chambres. Parce que quand on loue des surfaces petites, il faut vérifier qu'elles sont conformes à la loi. Et donc ce permis de louer est un moyen d'aller vérifier ça. Si jamais c'est pas conforme, on pourra mettre des PV, etc. L'objectif officiel, c'est d'améliorer les choses. Évidemment, on va le faire. Mais ça ne concernera pas la majorité des propriétaires. Il y a quand même des sérieux marchands de sommeil et des grosses crapules. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens sincères et honnêtes qui font mal les choses. Donc, les recadrer, c'est bien aussi. Maintenant, s'ils se prennent 5 000 € parce que la chambre fait 13,50 m au lieu de 14, ok. Mais bon, on ne parle pas de justice, on parle de fric. C'est une obligation. C'est une obligation dans les collectivités, dans les communes ou regroupements de communes qui ont mis en place ce dispositif. C'est à leur bon vouloir de mettre en place. L'État a mis en place une loi qui autorise les collectivités à mettre en place le dispositif. Elles le font pas. Pour l'instant, peu l'ont fait. Mais comme on leur serre la vis au niveau budget, elles vont toutes être obligées d'y passer. Il y a un site où c'est recensé les communes. Il faut appeler la mairie, savoir s'ils le font ou pas. D'accord. Donc à chaque cas, il faut appeler à chaque fois. Ouais. Il n'y a pas un site qui est dédié à ça. Moi, j'habite un petit village, une petite villette, une villounette de 2500 habitants qui a fusionné avec une autre petite ville à côté, qui a une équipe de Pro A en basket. Maintenant, on était 2500, on doit être 15 000 ou 18 000, j'en sais rien. On est noyé là-dedans. Donc, imaginons qu'on fasse un texte, et c'est le cas, par exemple, pour le Airbnb, mais on y reviendra après. Si on fait un texte qui concerne les communes de plus de 5000 habitants, il y a un an, je n'étais pas concerné, aujourd'hui, je le suis. Voilà. Et pourtant, je suis toujours dans mon petit village pourri, qui n'a pas de pharmacie. C'est les locataires qui demandent cette autorisation de... Non, c'est qu'on fait le bail, dans les 15 jours, on doit faire la demande de la déclaration, de la demande préalable. Et s'il le fait pas ? Le propriétaire, oui. Eh bien justement, il s'expose à l'amende. Mais comment la mairie sait ou la commune sait qu'il a mis... Il y a des moyens, par exemple, quand le locataire va demander la location logement, quand à la fin de l'année, on va dire qu'on reçoit un loyer, et puis qu'on déclare sur notre feuille, notre déclaration, que l'appartement il est loué à telle adresse. Oh, est-ce que j'ai une autorisation dans mon informatique à cette adresse-là? Non, allez, bonjour. Tu pourrais me filer 5 000, s'il te plaît? Parce qu'ils auraient pu conditionner ça à la demande du locataire d'avoir ce document-là, et c'était... Pour obtenir la location logement, oui, mais quand tu parles de gens qui auraient réfléchi, non, on n'est pas là pour ça, on est là pour prendre du pognon. On va parler des petites niches, donc la colocation, il y en a qui en font ici, et c'est un moyen, évidemment, d'augmenter la rentabilité. Quand vous avez un appartement de 80 mètres qui vaut 800 € et que vous en faites 3 chambres ou 4 chambres de 15 mètres ou 18 mètres, que vous faites un beau salon, etc., tout à coup, vous avez 3 ou 4 locataires qui vont payer 400, 450 € ou 500 €. Forcément, c'est beaucoup plus que 800. Et là, je reviens sur la loi Allure, parce que dit la loi Allure? Elle va repasser, hein. On ne va pas oublier ça. Que dit la loi Allure? Elle dit le loyer est plafonné à un montant X en fonction de la taille de la commune, et vous avez le droit de dépasser ce plafond. Enfin, on est dans une latitude de plus 20 moins 20%. Donc, si le plafond du mètre carré, c'est 15 € sur votre ville, vous pouvez aller à 18 €. Mais quand vous calculez le cumul de vos loyers avec la coloc et que vous ramenez ça sur 80 mètres carrés, vous êtes peut-être à 25. Donc tout à coup, vous explosez le plafond de la loi Allure. Parce que la loi Allure, elle s'applique à la surface totale. Donc le gars, il est en coloc, il a sa chambre de 15 mètres carrés. Combien tu payes? Je paye 450. Ça fait 30 € du mètre carré loué. Alors même si on met les parties communes au prorata, etc., on explose le plafond Allure. Donc la colocation, si vous y allez dans un objectif de rentabilité d'une manière certaine et que vous financez sur 15 ans, parce que justement c'est très rentable, parce qu'on disait tout à l'heure à propos du gars qui se retrouve au chômage ou qui est malade, c'est ce qui va vous arriver très rapidement. En tout cas, il faut prévoir dans votre mode de financement que ça puisse baisser sérieusement. Aujourd'hui ça marche, demain si ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Je vais travailler mon financement pour que mon financement fonctionne dans un mode de location classique qui respecte les règles. Je prends le pognon aujourd'hui parce que je peux. Demain, si je ne peux plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans le rouge ou est-ce que je suis encore à peu près dans le vert?
et ben on va travailler là-dessus. Donc là, pour moi, ça c'est un vrai risque sur la coloc. Alors il est moins court terme que les réformes qu'il va y avoir sur le LMNP ou des choses comme ça, la location meublée, mais il va y avoir des choses qui vont arriver, et encore une fois, les collectivités ont besoin d'argent. Donc on sait que ça va arriver. Ok ? Donc les contraintes, bail unique commun sur la colocation, il y a la réglementation. Donc si on a un bail unique, il faut au minimum 16 mètres carrés pour 2 personnes et au minimum 25 mètres carrés pour 3 personnes. Donc on est d'accord que entre 25 et 16, il y a 9 mètres carrés de plus. Bon, et ben on ajoute pour les personnes supplémentaires 9 mètres carrés par habitant supplémentaire. On a une coloc de 5 personnes. Là, j'ai 3 personnes avec 25. 25 et 18, 43. Il me faut un appart de 43 mètres pour loger 5 personnes dans mon appart. En bail unique. Pas beaucoup. À Paris, c'est beaucoup. Et puis, en Dordogne, c'est un placard. Un bail par colocataire. Nouvel arrivant avenant avec le nouveau nom pour qu'un lien juridique existe. On a une coloc qu'on commence, on fait rentrer 3 locataires. L'un des 3 s'en va, je ne parle pas des cautions, on y vient après, mais le nouveau locataire qui remplace, il faut qu'il existe dans le contrat. Parce que s'il est juste le remplaçant de l'autre, ce n'est pas un statut. Il faut qu'il y ait un lien. Donc on va faire un avenant au contrat. Ok ? On va faire un état des lieux au début du premier contrat et pas d'état des lieux intermédiaire puisqu'on a un seul bail. Le bail continue mais avec des personnes différentes. Donc après, entre eux, ils peuvent se blinder s'ils veulent. Disons, le carrelage de ta chambre, il était tout pourri. Moi, j'ai pas envie que dans 2 ans, on me reprenne l'argent du carrelage. Bon, ok. On va marquer que moi, j'ai pris le truc. On va demander éventuellement au propriétaire combien il prendrait pour le carrelage. Et puis, on va s'arranger comme ça. Là, on va pouvoir éventuellement gérer. Mais c'est après, entre si l'état de l'appartement est tellement délabré que le locataire le nouvel arrivant se dise, là, il y a un risque, on va voir entre personnes intelligentes comment ça se passe. Donc on va éventuellement ajouter un petit état des lieux pour la chambre. Pour dire là, la tapisserie est toute pourrie, mais c'est pas toi qui l'as pourrie. Les baux multiples. Chaque chambre a une surface minimum de 14 mètres carrés. Donc je parlais de 14 tout à l'heure et de 13,50. Vous voyez, la loi dit 14 mètres. Donc on a deux systèmes en colocation, le bail unique, le bail commun, le bail commun et les baux multiples. On a un bail par locataire dans les baux multiples. Maintenant sur les assurances, ça c'est des domaines qui sont assez peu traités, en tout cas, qui sont un risque sous-évalué. Chaque locataire peut s'assurer individuellement. Donc ça entraîne quoi ? Gérard, il est assuré chez AXA et Ginette, elle est assurée chez Groupama. Il y a le canapé prend feu. Qui est-ce qui a mis le feu au canapé ? C'est AXA qui paye ou c'est Groupama ? Les mecs, ils vont se renvoyer la balle pendant 20 ans. Donc si c'est un canapé, c'est pas grave. Si c'est l'appart complet qui a 3 morts au-dessus parce que ça a brûlé, c'est plus gênant. D'accord ? Donc ça, c'est un risque. Ça existe, mais c'est un risque. Donc on peut aussi faire un contrat d'assurance commun. Chaque colocataire doit se signaler auprès du nouvel assureur. Le premier colocataire prend une multirisque habitation, les autres vont se retrouver sur le contrat, ils vont se nommer dans le contrat en disant, comme vous avez, je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants, ou une voiture avec un conjoint, moi je suis conducteur principal, ma femme c'est le conducteur complémentaire, qui est conducteur désigné, ça s'appelle. Bon voilà, on va avoir un locataire qui va s'ajouter au contrat de la coloc. Donc ça évite les renvois d'ascenseur entre les 2 compagnies ou les 8 compagnies. Et après, il y a une autre solution, parce qu'on est quand même propriétaire. Donc, je ne sais plus qui m'a raconté récemment, ça faisait plusieurs semaines, qui demandait le contrat multirisque habitation de ses locataires, et il ne les reçoit pas. Donc, il va falloir envoyer un recommandé, parce que si, en tant que propriétaire, vous n'avez pas vérifié que votre locataire était effectivement assuré en responsabilité civile, en incendie, etc., on peut considérer que vous êtes fautif, que vous avez manqué à vos obligations de bailleur. Donc votre assureur dira, ton immeuble, ta maison, elle a brûlé, tu n'as pas fait les diligences nécessaires pour vérifier que ton locataire était assuré, moi je ne t'indemnise pas. Et il y a 200 000 dehors. Donc l'autre possibilité, c'est d'avoir un contrat soi-même en tant que bailleur, on appelle ça une assurance pour compte, je m'assure pour le compte de mes locataires, et je leur fais payer leur quote-part de location, d'assurance dans le loyer. Et ça, c'est la méthode la plus sécurite. Alors, toutes les compagnies ne le font pas. Donc, il faut démarcher, il faut aller voir. Ok ? Il faut voir dans ce cas avec son assureur ou comment ça se passe ? Ouais.
tu vois avec ton assureur s'il fait l'assurance pour compte sur un assurance pour compte, compte COMPTE. J'ai pas écrit? Non. C'est exprès, c'est pour vous aider des trucs à écrire. Ok, oui. J'aimerais bien revenir sur la différence entre bail unique et bail beau multiple. Et ben d'un côté j'ai un bail pour 3 ou 4 personnes, de l'autre côté j'ai 4 personnes, je vais leur faire 4 contrats. Donc le premier, un seul contrat. J'ai un contrat pour 3 ou 4 personnes, pour X personnes, et là j'ai X personnes, X contrats. Point. Bail unique, bail multiple. Enfin beau multiple puisqu'il y en aura plusieurs. Ok? Allez, donc on fait attention de ne pas oublier, parce que ça c'est des choses aussi qu'on sous-estime. Au pays de la coloc, tout est rentable. On n'oublie pas que sur une coloc, la durée moyenne d'un séjour, c'est 6 mois. Donc, on va prévoir le turnover. Donc, il y a des endroits, évidemment, les mecs vont rester plusieurs années. Hein. Ça devient un mode de location, y compris entre adultes. Parfois, ils le font même entre personnes de 50, 60 ans ou des choses comme ça. Donc, voilà, des divorcés, des veufs ou des choses comme ça. Ils n'ont pas envie de vivre seuls. Ils se mettent dans une coloc. Et puis, ils se flinguent 2-3 fois par an. Mais c'est sympa, ça met de l'ambiance au village. Donc, on pense que les séjours sont plutôt raccourcis. On pense à la vacance, puisqu'un séjour court entraîne un risque de vacances. Donc on va aussi provisionner ça dans notre budget. Et puis on pense que si on a une gestion déléguée, l'agence immobilière, elle ne se déplace pas pour rien, pour faire visiter et pour faire le contrat. Depuis la loi Allure, on plafonne les frais d'établissement d'état des lieux à environ 13 € du mètre carré. Donc vous avez un appart qui fait une chambre qui fait 15 mètres, 13 x 15, 225 moins 30, 195. Partagé moitié-moitié propriétaire-locataire. Donc si on facture aussi les parties communes, il y a un prorata de parties communes, on va être sur un état des lieux qui va coûter 120, 130, 140 €. Et bien si c'est tous les 6 mois, ça fait 280 € qui s'en vont dans le budget. Fois 3 locataires, 3 fois 280, 840. Et ça c'est en moins tous les ans. Bon, ça fait moins d'impôts aussi, c'est le côté positif. Mais on a quand même moins de recettes. Ok? Donc on ne sous-estime pas ces coûts ou ces pertes de recettes. Allez, maintenant, la division, les découpes.